Les Voix de l'Esprit, Les Voix de l'Esprit, un podcast éclairé et éclairant, avec Julie et Clément. Bonjour Clément. Bonjour Julie. Alors pour commencer cette série de podcasts, on s'est interrogés tous les deux sur plusieurs sujets à traiter. Et finalement, on s'est dit pourquoi pas commencer par un sujet qui est d'actualité, je dirais. Qui nous concerne tous. Voilà, qui nous concerne tous et qui nous questionne et qui peut nous inquiéter aussi, qui est le sujet du chaos. Alors, qu'est-ce que c'est le chaos ? Ce serait peut-être bien déjà de reposer une définition là-dessus. C'est le sentiment que lorsqu'on regarde une situation, elle est déséquilibrée, elle n'est pas harmonieuse, elle a entraîné des pertes, des dégâts, et que on ne trouve pas de sens à ce qui se déroule sous nos yeux. Et la plupart aujourd'hui des choses que l'on peut observer dans le monde font apparaître cet état de délitement qui a tendance à s'accentuer. Donc tu parles par exemple de ce qu'on peut voir à la télé, dans les journaux, les médias, donc les guerres, Les violences urbaines, ça peut être aussi les problématiques liées à l'écologie, à l'énergie aussi, toutes les difficultés qui sont rencontrées pour pouvoir à la fois la produire, mais aussi les augmentations, c'est-à-dire l'inflation qui en découle. Et tous ces déséquilibres-là qui ont tendance à se manifester de manière croissante et de façon exponentielle ont tendance à inquiéter chacun et chacune d'entre nous. Et puis on est encouragé à s'inquiéter, je dirais. Oui, le fait de mettre comme un effet zoom, une loupe sur ces événements, eh bien cela accentue le sentiment intérieur, qui est cultivé évidemment par les médias, mais qui fait juste écho à quelque chose qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la peur du lendemain, la peur pour ses enfants, la peur pour sa survie en fait. Donc ça renvoie toujours à cette idée de qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que vont devenir ceux que j'aime. On a donc la possibilité de mettre en responsabilité celles et ceux qui nous abreuvent de ces informations, qui sont certes réelles, mais qui à un moment donné sont extrapolées, grossies et peut-être trop mises en avant au regard du fait qu'il y a aussi des belles choses qui se passent dans notre monde. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de personnes qui aujourd'hui mettent beaucoup d'énergie à proposer de nouvelles technicités, de nouvelles technologies, de nouvelles pratiques dans tous les domaines, que ce soit de l'agriculture jusqu'à la science cosmologique, vraiment de quelque chose de très matériel jusqu'à l'immatériel. Donc toutes ces personnes qui mettent beaucoup d'amour et d'intensité dans la proposition d'un monde plus équilibré. C'est vrai que c'est moins relayé, on oublie beaucoup d'en parler. Et il est intéressant de voir aussi que le monde n'est pas que marasme et chaos à tout instant, en tout point du monde. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui explique qu'on oublie, entre guillemets, de parler de ces gens-là et qu'on privilégie le chaos, justement, dans les médias Un besoin de se nourrir donc, de ces nouvelles désastreuses, puisque on a l'habitude, en fait, d'utiliser ces circuits neuronaux, à la fois pour se rassurer que ce qu'on vit, c'est pas si mal, là où on est. C'est un principe un peu de relativisation, j'ai envie de dire, en se disant, bon voilà, celui qui vit dans tel pays, tel contrée, qui rencontre telle situation, mais au regard de ça, moi je suis pas si mal. Et ça permet de se contenter, vivre sa vie dans une forme de moyenne acceptable, et de se dire, il y a pire que moi, que j'appelle moi, de mon point de vue, la logique du moins pire, et en raisonnant ainsi, on se satisfait de son existence, sans vraiment pour autant sentir à chaque instant, en tout cas, la joie, l'amour et le plaisir de se lever tous les matins pour aller réaliser un travail, une activité, peu importe, qui nous donne le sentiment d'être à notre place. l'appel de soi-même, quoi. Oui.
pourquoi privilégier le chaos en fait dans les médias et justement pourquoi abreuver les gens de cette idée de chaos? Et est-ce qu'il y a, je dirais, un objectif là derrière ou du fait de ne pas privilégier justement tout ce qui est beau, toutes ces initiatives de gens qui, eux, sont pleinement dans l'amour, pleinement dans ce qu'ils font. Donc c'est qu'il y a quelque chose autour des peurs aussi, probablement, qui alimente la société, quoi. Quel intérêt a-t-on d'alimenter la société de peur et à envenimer les peurs qui sont déjà fort présentes en chacun de nous par cette image du chaos, en plus qui a l'air de s'intensifier, puisque chaque jour est propice à d'un nouveau chaos, ou disons l'amplification du chaos, quoi. Ouais. La première chose, donc, c'est s'observer soi dans cette responsabilité qu'on a à relativiser les choses. Donc, c'est ce principe de résonance, c'est-à-dire que une partie de nous qui va se rassurer quand le fait de voir ces nouvelles à l'extérieur négatives et de le comparer avec sa situation. Il faut être conscient aussi du fait que c'est aussi une façon de vendre, puisque lorsqu'on agit à partir de la peur, lorsqu'on est soi-même dans la peur, eh bien on ne fait pas des choix rationnels, hein, on ne fait pas des choix qui sont fondés sur l'écoute de son intériorité, et dès que l'on a peur, eh bien, c'est ce qui va nous faire, par exemple, acheter pour certains un système de surveillance ou de télésurveillance pour son habitat, une coque de protection pour son téléphone parce qu'on pense qu'on va le casser. Ça peut être aussi acheter un véhicule de dernière génération parce qu'on considère que le précédent n'est pas assez sécure. Dès qu'on raisonne à partir de cet espace, cela entraîne en fait un mouvement qui va nous amener à toujours vouloir acquérir plus de sécurité, de confort, dans l'illusion d'exercer un contrôle sur notre vie. Voilà. Oui, la peur est lucrative, quoi. Ou génère du lucre, Ouais. on va dire. Oui. Pour autant, est-ce qu'on peut seulement incriminer celles et ceux qui sont en capacité de nous proposer des contenus qui suscitent la peur en nous? De mon point de vue, non. On est en capacité, chacun, chacune, de prendre l'initiative intérieure, une décision ferme de ne plus accorder donc notre attention et par conséquent notre énergie. Les fois où on va accorder beaucoup de temps et donc aussi beaucoup d'émotions à ces contenus, eh bien à chaque fois on va alimenter de manière indirecte par cette présence à ces informations, cette bulle, j'ai envie de dire, qui elle-même suscite cet effet de grossissement du chaos actuel. Oui, parce que finalement, s'il n'y a plus personne pour écouter ou regarder ce qu'on nous montre, ce qu'on nous montre disparaît d'une certaine manière. Non pas qu'il disparaît du monde, mais en tout cas, toutes les peurs qui vont autour et qui sont générées, oui. Elles vont disparaître, encore une fois, dans une certaine relativité. Ces contenus qui nous sont proposés n'ont qu'un effet grossissant de ce qui est. C'est pas parce qu'on éteint la télé qu'on coupe le flux d'informations fondées sur le marasme et la violence que pour autant le monde va tout à coup se mettre à vibrer l'harmonie et l'amour. Les contenus qui nous sont proposés sont en résonance avec des peurs que nous avons à l'intérieur de nous. Lorsqu'on coupe avec cette information, on va sentir que les peurs que l'on observe à l'extérieur de nous, dans la vie, sont en réalité des peurs que l'on porte. À mon sens, en fait, il y a deux façons de relationner, j'ai envie de dire, avec ses propres émotions négatives. La première, c'est lorsqu'on a peur, par exemple, du vide, eh bien, c'est d'aller se confronter à l'expérience, soit en se faisant une expérience de chute libre, soit à l'élastique, parachute, parapente, enfin, tout ce qui est relatif au fait de venir directement de se confronter à cette peur. Et par l'expérience en elle-même ou la reproduction de l'expérience, alors on va incrémenter à l'intérieur de notre système, bien que c'est pas si terrible. Et la cellule, donc notre corps tout entier, va petit à petit transformer quelque chose qui était douloureux, apeurant, en quelque chose qui est aujourd'hui absolument neutre et normal, voire même réjouissant, parce qu'on peut prendre du plaisir aussi à vivre des expériences fortes comme celle-ci.
Mais lorsqu'il s'agit d'un trauma, on va plutôt aller à l'intérieur de soi, alors de manière seule ou accompagnée. Au départ, quand même plus confortable et plus sécurisant d'être accompagné par un thérapeute. Et il existe moult thérapies qui correspondront à chacun et chacune. Avec ces biais, eh bien, on va venir rééquilibrer ce qui est un déséquilibre à l'intérieur de nous. L'expérience traumatique qui a été engrammée dans nos cellules lorsque nous étions enfants, ou bien que nous héritons du transgénérationnel, de nos parents, grands-parents et même avant, et qui font que lorsque l'on vit au monde et qu'on a tel âge, même si on n'a pas eu une expérience négative avec l'eau ou avec un animal, eh bien on en a peur. Inexplicable, c'est une peur inexplicable du coup. Qui paraît irrationnelle et inexplicable. Mais en vérité, c'est simplement que c'est un héritage qui est là, présent dans nos cellules, et qui tout à coup se révèle parce qu'on est confronté à la résurgence de la situation dans notre présent. Une réactivation. Une réactivation, c'est le mot juste. Tout l'univers, c'est-à-dire de la vie, j'ai envie de dire plus simplement, concourt à réactiver ces peurs, pour que à la fois nous puissions les transcender par l'expérience, ou que nous puissions les dissoudre par leur observation ou leur expurgation, c'est-à-dire véritablement les évacuer. Alors ça va prendre la forme de fièvre, ça peut prendre la forme de rêve, ça peut prendre la forme de tremblement, ça peut prendre la forme de pleurs, de cris. Est-ce que c'est nécessairement physique? Est-ce que ça prend nécessairement une forme physique? Alors, lorsqu'on est sur quelque chose d'assez doux, l'observation peut suffire, c'est-à-dire être là en conscience, observer ce phénomène qui, sous une observation équanime et neutre, va finir par s'en aller, mais ça prend forcément la forme de moins d'une sensation qui est pour le moins désagréable et qui peut s'avérer fortement désagréable lorsqu'il s'agit de trauma ou de peur panique héritée du transgénérationnel. La thérapie, son objectif, ça va être d'apporter une information équilibrante, c'est-à-dire dans une polarité opposée, qui va permettre l'expurgation dans une plus grande douceur. Lorsqu'on va comme ça, de manière active vers l'extérieur ou de manière active à l'intérieur de soi, venir et transcender cette expérience qui au départ était apeurante et en faire quelque chose de plus neutre, eh bien cela nous donne un grand sentiment de liberté, puisque ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant, eh bien on peut se le permettre. Ce avec quoi on raisonnait dans la peur auparavant, par exemple la peur de prendre l'avion, la peur de prendre la parole en public, par exemple. Ouais, tout simplement. La peur d'être cambriolé. Eh bien, ces peurs-là ne sont plus présentes dans notre système, au niveau du corps. Donc, nous ne les vibrons plus, et ce qui auparavant nous mettait en réaction à l'information qui nous était proposée dans les médias ne l'est plus. Et à ce moment-là, on peut véritablement se consacrer avec une plus grande souplesse et une plus grande liberté à ceux qui nous animent. Lorsque l'on observe à l'extérieur de nous toutes ces guerres ramenées à soi, est-ce que moi je suis dans mon quotidien toujours complètement aligné? Est-ce que lorsque je dis du gouvernement qu'il m'infantilise en m'ordonnant de remplir un document pour sortir en période de confinement ou de mettre un masque à chaque fois que je suis en public, est-ce que lorsque je prends cette information en me disant mais je suis traité comme un enfant, est-ce que moi, dans ma relation à mes propres enfants, comment je me comporte? Est-ce que je vais être très contrôlant, les obligeant absolument à être docile, à être obéissant, ou est-ce que je vais pouvoir rentrer en relation avec eux, certes en leur mettant un cadre, mais voir jusqu'où je peux proposer une liberté. Et lorsque généralement j'observe le sentiment d'être privé de liberté et ma façon de relationner avec le monde, je peux voir qu'il y a une corrélation très étroite. Ce où je veux en venir, c'est que lorsque je transcende mes peurs, je me rends libre, et en réalité, que lorsque je me rends libre d'être moi-même, eh bien, je laisse libre les autres d'en faire autant, y compris mes propres enfants. Alors ça ne veut pas dire que tout à coup, il faut les laisser faire absolument tout ce qu'ils veulent, mais ça veut dire que peut-être que je ne relationne plus avec eux dans le cadre
d'une punition-récompense, Mhm. mais que je relationne avec eux dans le fait de leur accorder une confiance progressive en élargissant petit à petit le cadre de référence pour les laisser aller, expérimenter le monde, puisque moi-même, je m'autorise à le faire. Mhm. Oui, ça m'évoque la notion du dictateur intérieur. Quand on se rebelle hein, contre un régime ou une dictature ou voilà, où on prône la démocratie, finalement, ça nous renvoie à ce dictateur intérieur qui est non seulement dictateur envers les autres, mais souvent aussi envers soi-même en premier lieu. C'est-à-dire le dictateur qui nous empêche nous-mêmes d'exprimer notre vraie nature, d'être qui on est dans une pleine liberté d'être. Par rapport à tout un cadre culturel qui a été proposé, par exemple finir son assiette, ne pas commencer à manger tant que les autres ne sont pas installés à table, de ne pas prendre la dernière chips du paquet. Céder la place à la personne qui est derrière nous, Oui, voilà, parce voilà. qu'on juge qu'on voilà, on mérite pas de passer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut avoir le comportement précisément opposé et se sentir voilà, un pays conquis partout et asseoir comme une forme d'égoïsme prétentieux où l'autre n'existe plus. Mais plutôt que de se mettre dans cette posture où à chaque fois on va se demander si on fait bien, si on respecte bien les normes eh bien, c'est peut-être d'aller directement poser la question à son interlocuteur. Et je crois que là est la vraie justesse, c'est-à-dire interroger l'autre sur son véritable besoin. Nous lui proposons de revenir en lui-même et à son tour, non plus d'agir à partir de ses habitudes, du cadre sociétal de référence et des normes de Mhm, politesse et de convention, mais de venir dans l'instant écouter son véritable besoin et de nous le manifester. Puisque le besoin d'aujourd'hui n'est pas le besoin d'hier, ni le besoin de demain. Si aujourd'hui j'ai besoin de café et de déjeuner en face de l'autre, peut-être que demain j'aurai besoin de prendre une tisane et d'aller prendre un temps intérieur avec moi et de ne pas être dans le groupe. Mais compte tenu de nos habitudes et puis de notre éducation, eh bien nous ne nous autorisons pas à nous interroger sur nos véritables besoins à chaque instant, ni même à interroger l'autre, parce que nous nous demandons toujours comment cela va être perçu. Nous avons mhm. peur soit de faire une ingérence en posant une question, soit nous-mêmes en prenant le temps d'exprimer notre véritable besoin du moment, nous avons peur d'être exclus et rejetés. Mhm. Et alors, est-ce que d'une certaine manière, en ayant ce comportement-là, ce qu'on appellerait un peu contre nature, hein, c'est-à-dire en société, de ne pas s'écouter soi-même, est-ce qu'on participe pas d'une certaine manière du chaos? Si, absolument. Je voudrais parler d'entropie, qui est le désordre. Mhm, Donc il faut retenir que à chaque fois qu'on considère qu'une situation est désordonnée et qu'on veut la changer, parce qu'on la trouve injuste, illégale, illégitime, qui n'aurait pas lieu d'être, en réalité, on va ajouter du chaos au chaos. C'est précisément l'inverse qui nous est demandé, c'est-à-dire revenir en soi pour pouvoir être véritablement nous-mêmes. On vient dissoudre par l'intériorité ou par l'extériorité, comme je le disais, donc par la transcendance de l'expérience intérieure ou extérieure, ce qui nous fait réagir. Et du coup, on arrête finalement un peu de... On est l'arbre qui ne prend pas feu, c'est-à-dire que le feu se répand, et je peux soit continuer de propager ce feu et après contempler le désastre du monde en disant ben voilà, c'est terrible ce qui se passe, ce qui arrive, soit je prends en responsabilité ce qui me fait réagir et je ne cherche pas à changer le monde par une action en intervenant directement, qui aurait tendance donc à accentuer l'entropie, mais je viens à l'intérieur de moi dissoudre ce qui me fait réagir. Il y a une expérience qui a été faite, donc pour appuyer ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'on observe une situation en la considérant ordonnée, à partir de critères qui sont, je le rappelle, subjectifs, hein, puisque mhm, quelque chose qui est ordonné, c'est lorsque on a considéré que c'est un ordre. mhm.
Vous regardez la nature, vous voyez des arbres petits, grands, moyens, c'est un peu fouillis. Il y a des feuilles partout. Il y a des feuilles partout. Ça n'a rien à voir avec l'ordre qu'on peut retrouver dans un habitat. Donc cette nature qui est parfaitement ordonnée, parfaitement équilibrée, dans notre habitat, si on avait tout à coup des feuilles, des épines, des écorces et je ne sais quoi, on considérerait que ce n'est pas un ordre. Donc quand on regarde une expérience et qu'on considère qu'elle était ordonnée et qu'elle devient désordonnée, eh bien cela crée un stress dans notre système. Il a même été mesuré avec des horloges atomiques que nous vieillissons. Ah oui. Lorsque nous considérons une situation au départ désordonnée et qu'elle reste désordonnée, eh bien cela n'entraîne pas de stress sur notre système. Donc je reviens à ce que je disais précédemment. Lorsque nous faisons une chute libre pour la 4e fois et que nous vivons cette expérience sans stress, Oui. que pour nous ce n'est plus un problème que se jeter dans le vide, ou que nous observons une situation, par exemple situation de violence ou en tout cas d'agressivité verbale par exemple entre deux personnes, et que nous sommes présents dans cette situation sans la juger, puisque nous ne posons pas l'hypothèse, l'idée que c'est ce qui est en train de se vivre là sous nos yeux est désordonné, eh bien nous ne participons pas d'accentuer le chaos. Cela ne nous empêche pas d'intervenir. Mais nous n'intervenons pas à partir du même espace. Nous n'intervenons pas à partir du fait de vouloir changer la situation. Nous pouvons aller voir ces deux personnes qui sont en train de rentrer en altercation. Mais nous ne venons pas dans la situation en voulant que le conflit cesse ou de sauver l'un d'eux en estimant que l'un a raison et que l'autre a tort. Ça ne veut pas dire regarder le monde et le désastre s'opérer sans rien faire. Ça veut dire simplement que nous regardons la situation non comme étant désordonnée, mais comme étant une situation qui répond à un équilibrage entre ces deux êtres. Puisque même si je venais intervenir pour les séparer, en apparence la situation s'est apaisée, etc. Mais les rancœurs qui sont les leurs seraient toujours là. Et il se pourrait même que ces rancœurs soient dirigées à présent non plus seulement entre eux, mais de eux vers moi. Donc en m'introduisant dans la situation, en voulant intervenir avec un point de vue, et qui considérait que c'est pas normal, eh bien, finalement, je me mets moi-même en difficulté, et je deviens cet arbre qui s'enflamme et qui continue à propager le feu. Le fait que je prenne parti, position, ou que j'intervienne de manière polarisée, va faire que leur énergie, qui est l'agressivité en l'occurrence, va être dirigée vers moi. C'est intéressant cet exemple que tu prends parce que ça me rappelle en Amérique du Sud, dans certains pays, au Pérou, en Équateur, les pays qui sont de tradition inca, où il y a cette tradition de la bataille rituelle. Et où, donc une fois par an, hein, en général, deux villages voisins, ou disons des groupes de villages voisins qui se sentent reliés par des liens familiaux, des liens culturels, etc., se retrouvent pour s'affronter. Donc en général ça peut être ou en pleine campagne ou en pleine ville, hein. Et les autorités de ces villages facilite en fait cette rencontre qui est une rencontre violente, hein. C'est une rencontre où chacun arrive avec armé, hein, avec des frondes, des lance-pierres, ça peut même aller jusqu'à des armes à feu, des bâtons, enfin tout ce que nous on considère comme inacceptable en fait, hein, dans notre culture, et qui pour eux est non seulement accepté mais nécessaire pour relâcher en fait des tensions. Et les observateurs extérieurs, évidemment, ont un regard différent parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est toléré, accepté, nécessaire, organisé depuis des générations et des générations. Donc on ne porte pas le même regard qu'on porterait en étant en regard extérieur sur deux personnes qui s'affrontent dans la rue. C'est là qu'on voit aussi que le regard qu'on porte sur les choses influe aussi beaucoup sur notre relation en fait à ce chaos, quoi. Qui n'est pas considéré comme chaos si on est en train de regarder cette bataille rituelle en fin fond de l'Équateur, mais qui va l'être si on voit des manifestants en France aller casser des vitrines. Oui.
Et c'est bien souvent le cas lorsque l'on voyage. On peut entendre de la bouche d'une même personne de sommer son enfant de manger avec les couverts, et qui, dans son voyage au Maroc, a mangé avec les doigts, puisque là-bas, il était coutume de manger ainsi. Mhm. Qu'elle n'a pas osé invectiver le guide ou celui qui préparait le repas ou ses voisins de table de prendre une fourchette. Alors pourquoi le faire à son retour auprès de son enfant qui ressent l'élan comme ça, sa liberté de se nourrir de cette façon qui n'a rien de primitive, mais qui n'est pas acceptée dans ce cadre ici, qui crée comme une forme de pression, comme un héritage qui nous apparaît gage d'acceptation, d'inclusion dans le collectif. Puisque finalement, ce qui nous fait avoir ce type de comportement très jugeant, très enfermant, c'est vraiment cette peur d'être désaimé. Mhm. Je crois que le voyage est une véritable ouverture en fait à d'autres us et coutumes qui nous permet de voir que en réalité ce qui est interdit dans un pays est priorisé, voire promu, voire valorisé dans un autre. Mhm. Hein, vous avez des pays où vous pouvez pas consommer de cannabis et d'autres où vous pouvez le consommer et c'est même voilà vendu par l'État. Alors je suis pas en train de dire que l'un ou l'autre est bien, c'est vraiment pas du tout l'objet de mon propos. Il s'agit juste d'observer que tout est relatif et que ce qui est une pratique voilà, acceptable dans un endroit du monde ne l'est pas dans un autre. Et cette diversité comme ça culturelle nous amène finalement à observer que des choses qui peuvent être désaimées à un endroit peuvent être aimées à un autre endroit. L'écueil, c'est de considérer qu'il y aurait une culture, une pratique qui serait meilleure qu'une autre. Mhm. C'est pas ça qui nous est proposé. Cette diversité d'expériences qui sont faites dans le monde entier sont faites pour qu'on soit en neutralité. Hein. Mhm. Ça peut être, des fois, il y en a qui consomment des animaux qu'on n'aurait pas envie de nous-mêmes de consommer, qui ont des pratiques ancestrales, comme tu le disais, pour, d'une certaine façon, Alléger les tensions. alléger les tensions Mhm. entre les communautés et aussi en soi, puisqu'il y a vraiment ce principe C'est de... relié. Ouais, c'est Ouais, lié. ouais. Finalement, pour revenir à cet exemple de violence ritualisée pour atténuer les tensions, qu'on voit différemment, eh bien, on aborde là le sujet des apparences. Finalement, les apparences qui mènent à des jugements, ou disons des jugements qui peuvent être fondés sur des apparences, et qui font qu'on base notre vision du monde, en fait, sur cette subjectivité dont tu parlais tout à l'heure. Oui, Cette relativité, en fait. ouais. Et tout dans le monde nous invite non pas à relativiser, parce que relativiser, c'est négocier avec soi, c'est négocier avec les peurs. Ça nous amène à se dire que, en fait, à chaque fois que nous observons le monde, nous l'observons à partir d'un point de vue qui est forcément limité à nos filtres. Et nos filtres sont le produit de notre éducation, de notre héritage, de nos cultures, de nos croyances. Et plus finalement nous enlevons ces voiles et ces filtres, et plus nous voyons la réalité, non pas telle que nous sommes, c'est-à-dire le produit de la somme de ces expériences et de ces conditionnements, mais telle qu'elle est. Un exemple très simple, c'est que si je prends le silence comme exemple, le silence ne veut rien dire d'autre que du silence. Mhm. Pour autant, il peut être interprété de mille et une manières, puisque les personnes, lorsqu'elles se retrouvent comme ça ensemble dans le silence, eh bien, elles peuvent se dire ah ben pourquoi il me dit rien, il peut peut-être penser de moi que j'ai peut-être dit quelque chose qui a amené ce silence, ou d'ailleurs on parle souvent de silence pesant. Mhm. Parfois on dit un ange passe pour combler le silence. Absolument, c'est une façon détournée de manifester notre inconfort à ressentir
ce silence entre nous, alors que, on le sait parfaitement, en musique, en l'occurrence, les silences, c'est ce qui fait la beauté des notes qui sont avant et après. Donc le silence est souvent mal vécu, puisque c'est dans ce silence, cette immobilité, que les inconforts du corps, que sont les émotions et les peurs dont on parlait tout à l'heure, surgissent, puisque là, une place leur est offerte. Pour d'autres, le silence, ça va être une forme de respect. Hein, donc même le rien est jugé. Hein, voilà. C'est là où je voulais en venir. Ici, notre intention dans tous ces podcasts, c'est de se dire, voilà, le monde est comme un îlot que je regarde au milieu du lac, et que nous regardons tous au milieu du lac, et de par nos coordonnées géographiques, et de par nos conditionnements, notre héritage, etc., nous sommes tous à un endroit différent de la rive, sur la berge. Et forcément, je ne vois pas la même chose. Si on sait très bien que quand je regarde un 6, pour l'autre, ça va être un 9 lorsqu'il regarde de l'autre côté. Et donc, à chaque fois que je me retrouve finalement à avoir un point de vue différent de celui de l'autre, c'est simplement que lui, dans ses filtres, ses conditionnements et ses coordonnées géographiques aussi, puisque c'est aussi fonction de l'endroit où on est né, eh bien, ça dénote simplement que c'est pas forcément un point de vue opposé au sens propre du terme, mais c'est simplement qu'il est face à d'autres filtres qui sont différents des miens. Et l'objectif, c'est de prendre un peu de recul. Et de hauteur. De hauteur, mais sans idée de supériorité, c'est simplement s'élever et pouvoir contempler autant que possible les différents points de vue. Et c'est ce qu'on va faire en fait dans tous ces podcasts. Ça veut dire, voilà, on va pouvoir confronter des choses pour se défaire des apparences et des apparentes illusions de séparation, d'opposition, de polarité, pour remettre un éclairage unifié de toute cette situation et de désamorcer en soi tout ce qui nous fait réagir et suscite de l'opposition, du chaos par voie de conséquence. J'aime beaucoup utiliser cet exemple qui est celui de la Terre, où d'un côté de la Terre il fait jour pendant que de l'autre il fait nuit, donc on est vraiment sur une dualité, et si deux personnes s'appellent au même moment, pour une, elle a raison de dire qu'il fait jour, pendant que l'autre a parfaitement raison de dire qu'il fait nuit. Cet exemple-là, qui est relatif au jour et à la nuit, se déploie dans toutes les sphères de la société, de la vie, etc. Et c'est uniquement en prenant de la hauteur qu'on s'aperçoit, en s'élevant, que la Terre tourne sur elle-même et que le Soleil, il est toujours là. Il ne disparaît jamais. Et c'est lorsque l'on considère ce chaos comme un état d'équilibre, certes pas harmonieux, mais juste, c'est-à-dire que tout ce qui arrive dans la vie est juste, c'est à partir de là que cette vision nous est donnée de voir le monde pour ce qu'il est et non pas pour ce que nous voudrions qu'il soit, que nous pouvons véritablement retrouver notre pouvoir créateur et instiller l'amour et l'équilibre et l'harmonie dans nos actions. D'ailleurs, on pourrait dire que le meilleur exemple à suivre serait celui de la nature dans ce sens, qui est toujours en rééquilibrage et en réharmonisation d'une certaine manière d'elle-même. C'est un exemple pour nous tous, parce que personne ne condamne la nature. Même lorsqu'il y a des catastrophes climatiques, des séismes, des éruptions, des raz-de-marée, des cyclones, des tornades et autres, nous considérons que ce phénomène est inéluctable et nous considérons que c'est une force plus grande que nous à laquelle nous devons simplement pas nous soumettre, mais en tout cas que nous devons accepter. Accepter. Et nous, êtres humains, nous sommes cette nature. Donc la nature qui n'est jamais taxée de malveillance, même si elle peut être hostile et que les manifestations qui en découlent peuvent entraîner la mort d'êtres humains, jamais nous venons à la condamner.
puisque nous acceptons cet état de fait. Nous avons donc du coup une ressource à l'intérieur de nous, puisque si nous sommes capables de le faire pour l'environnement, alors nous sommes pleinement capables de le faire pour les autres. Et pour cela, il suffit de se relier donc à cette nature que nous sommes, c'est-à-dire cet amour profond, ce même amour que nous aurions dans les yeux d'un nourrisson, qu'à aucun moment nous ne pourrions condamner, puisque nous savons qu'il n'a pas accès au langage, nous savons qu'il n'a pas accès à l'action de nuire, et donc c'est aussi la raison pour laquelle, lorsque nous nous retrouvons en face de lui, nous retrouvons cette profondeur de notre être, qui n'est qu'amour, et que nous pouvons relationner avec lui en étant parfaitement nous-mêmes. Ce que nous avons beaucoup de difficultés, comme je l'exprimais précédemment, à faire lorsque nous sommes en lien avec nos pairs dans la société, ou même dans nos foyers avec nos familles. Se reconnecter à cet amour intrinsèque de toute éternité que nous sommes, à travers l'amour que l'on peut porter à cet être qui vient de naître ou à cette nature que nous ne jugeons pas, c'est déjà, avant même de réaliser un travail de dissolution ou de transcendance de ses peurs, c'est déjà, dans cette neutralité bienveillante et amoureuse, l'occasion de ne plus participer de l'extension du chaos. Merci Julie. Ce sera peut-être le dernier mot, Clément, pour ce premier podcast. Oui. Voilà, avec beaucoup d'autres sujets qui sont sortis de tout cet échange. Donc nous vous retrouvons prochainement avec grand plaisir, n'est-ce pas Clément? Oui, c'était un plaisir partagé de pouvoir transmettre cette vision qui nous semble apporter des clés pour vivre notre liberté et exprimer tout l'amour que nous sommes. À bientôt. Ce podcast vous a été présenté par les Voix de l'Esprit, incarnées par Julie et Clément. Nous sommes très heureux de partager ces émissions avec vous et nous vous remercions infiniment pour votre écoute. Si cela résonne avec votre aspiration à voir notre humanité converger vers un monde plus libre et plus unifié, nous sollicitons votre participation consciente pour permettre le déploiement de cette vibration. Nous nous réjouissons de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode et nous vous souhaitons de joyeux moments.